Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, cette voix. L'émission Araka qui va se consacrer dès à présent, sans plus attendre, dès maintenant, de Rachel de Gare, vous causez des peintres en Palestine, parce qu'il y a des peintres palestiniens un peu partout dans le monde, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui sont restés sur place. Vous voyez, il y a des résistants qui étaient à Londres pendant la dernière guerre, puis d'autres qui étaient dans le Vercors, par exemple. Voilà, c'est pas tout à fait, on n'a pas tout à fait la même vision de la guerre, voyez-vous. Et donc, on a préféré, si vous voulez, privilégier la vie de ces peintres. Dans le bal des le bal des maudits là, voilà, que ceux qui sont dans le relatif quand même confort de pays qui ne sont pas en guerre, voilà. Et ma camarade Piquet-Cou vous a préparé va vous lire un poème de Mahmoud Darwish qu'elle adore, voilà. Et je pense que c'est vraiment un très très beau texte qu'elle va vous lire. C'est vrai que Mahmoud Darwish, pour le situer, c'est le poète palestinien, quoi. Donc lui, il est né près de Saint-Jean d'Acre, dans un petit village de Galilée en 41. En 48, il a 7 ans, donc son village est détruit, sa famille se réfugie au Liban, et puis revient clandestinement en Palestine la même année. Et lui, très tôt, à l'issue de ses études, il commence une carrière de journaliste, il publie ses premiers poèmes, et il s'engage dans le débat politique aux côtés du Parti communiste israélien. Il sera emprisonné à plusieurs reprises dans les années 60, et puis assigné à résidence. Et en 71, il choisit de s'exiler, donc il va au Caire, à Beyrouth, à Tunis, à Paris. Il est élu membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, en 87, et il rédige le texte de déclaration de la création de la Palestine, voilà, en tant qu'État indépendant, et proclamé en 88 à Alger. Et après les accords d'Oslo en 93, il démissionne de l'OLP, et là, il partage son temps entre Amman et Ramallah. Donc, c'est un errant, un exilé, un réfugié, et il a cessé effectivement de chanter tout ça, sa poésie est pleine de sensibilité, quoi. Et il est mort en 2008 à Houston, laissant derrière lui effectivement un bon nombre d'ouvrages. Et on l'appelait le poète troyen. Donc le poème que je vais lire s'appelle « Il ne se retourne pas ». Il ne se retourne pas pour dire adieu à l'exil, un autre les attend. Ils se sont habitués à tourner en rond, sans devant, sans arrière, sans nord ou sud. Ils migrent, de la clôture vers le jardin, et laissent un testament dans chaque mètre du patio de la maison. Après nous, ne vous souvenez que de la vie. Ils voyagent, du matin verdoyant à la poussière du midi, portant leur cercueil empli des objets de l'absence. Une carte d'identité, une lettre d'amour pour une femme à l'adresse inconnue. Après nous, ne te souviens que de la vie. Ils migrent, des maisons vers les rues, faisant lever blessés de la victoire, et disant à quiconque que les voit « Nous vivons encore, ne vous souvenez pas de nous ». Ils sortent du récit pour respirer et s'ensoleiller. Ils rêvent de voler plus haut, et encore plus haut. Ils s'élèvent et se posent, partent et reviennent, sautent des céramiques anciennes vers les étoiles, et reviennent dans le récit. Pas de fin, pas de commencement, ils fuient la somnolence vers l'ange du sommeil, blanc. Leurs yeux ont rougi d'avoir tant contemplé le sang répandu. Après nous, ne vous souvenez que de la vie. العقد اللولي بيزيد ياخد ازاي شمس تضوي بالسما 7 نجمات العقد اللولي بيزيدوا ياخد ازاي شمس تضوي بالسما 7 شمعات الشعلوا في بيده لمعات السيوف تمايلن على الميجان
7 شمعات اشعلوا لا في بايده ولمعات السيوف تمايلن عالبيجانة وقوف القوف من ملقاها لعيونها وقوف القوف من ملقاها لعيونها ويلي من عشق الزينة عاللي ما يدروا بينا ويلي من عشق الزينة عاللي ما يدروا بينا وانا المقتول يا يما بلحظ العيونة وقلبي ما يهوى سوى هالسوسانة وانا المقتول يا يما بلحظ العيونة وقلبي ما يهوى سوى هالسوسانة 7 قبايل يا يما قالوا مجنونة يسوس المهرة وما ينوب غير العانة 7 قبايل يا يما قالوا مجنونة يسوس المهرة وما ينوب غير العانة يا شهد الزين ما يطولك غير أنا يا شهد الزين ما يطولك غير أنا ولي من عشق الزينة عاللي ما يدروا بينا ولي من عشق الزينة عاللي ما يدروا بينا يا سهما صار مهجتي بمحبته يا طير تحنى وراسه فوقي منحانة يا سهما صار مهجتي بمحبته يا طير تحنى وراسه فوقي منحانة يا جبين الفضة عز فوقي معزيته يا شال من غزل الهوى يبرق سنة يا جبين الفضة عز فوقي معزيته يا شال من غزل الهوى يبرق سنة لو حتى السيف فوق قلبي ما ونا لو حتى السيف فوق قلبي ما ونا ولي من عشق الزينة اللي ما يدروا بينا ولي من عشق الزينة اللي ما يدروا بينا Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub de la Fédération anarchiste, l'émission Raka consacrée à la peinture en Palestine ou à des peintres en Palestine. Voilà, tout de suite, ma camarade va vous mettre au jus. Quand elle aura trouvé ses petits papiers. Ouais, quand j'aurai trouvé mes petits papiers. Alors, j'ai retrouvé un article qui était sorti, je crois que c'est sur Mediapart, que l'Union juive française pour la paix avait repris, justement, qui parlait de l'explosion de la création palestinienne, voilà, qui raconte comment, effectivement, elle est née, elle est née suite
des bombardements, des ruines, de la répression, la triple interdiction effectivement auquel se trouvent toujours confrontés ces artistes de Palestine, interdiction de séjour ou de voyage, donc voilà, de récits et de mémoire. Il y avait une grande expo organisée il y a quelques années à l'Institut du monde arabe et qui avait un peu montré justement qu'il y avait vraiment une créativité en Palestine. Et à Gaza, c'est pareil. Sur le site de l'Institut franco-palestinien, j'ai trouvé l'organisation d'un concours, une exposition qui s'appelle Palestine in et out. Et donc, il y a simultanément une exposition en Palestine et en France. Et alors donc on va voir que les artistes palestiniens sont confrontés donc à pas mal d'obstacles entre leurs moyens, la faiblesse de leurs moyens personnels, des structures de soutien, de l'enfermement, et qui travaillent autour de thèmes comme l'espace, le temps, la nature, la solidarité. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur la peinture palestinienne. Après le mieux c'est de voir à travers les artistes qu'on a retenus en fait ce qu'on peut raconter quoi. Robert ? Oui. C'est à toi ? Ah non, c'est pas à moi, non. Si, tu vas parler du sculpteur. Là-dessus, on avait dit qu'on parlait du sculpteur en premier, là. Ouais, bon, si c'est à moi, alors c'est à moi. Voilà, moi aussi, je fouille dans les petits papiers. Ça avait été une émission vachement réussie. Voilà, c'est un artiste palestinien qui vit donc en Palestine, Yad Saba, est sculpteur et peintre. Voilà, il habite à Gaza. Et ces sculptures expriment la dévastation et la souffrance après les attaques israéliennes. On fait de tout du monde. Voilà. On fait le tour du monde. Ah ouais, bon. Pourtant, Yad Saba lui-même est actuellement à la recherche d'un pays d'accueil et de la possibilité d'exposer ses œuvres d'art. Voilà, parce que c'est un gros. Un problème, pas qu'en Palestine, d'ailleurs ça existe aussi ici, mais par contre eux c'est accompagné, si vous voulez, le problème de l'exposition par toutes les impossibilités dues, ou toutes les interdictions, tout ce qui pèse, et qui sont concomitants avec la répression sioniste, voilà. Alors je vous l'ai dit, bordure protectrice, machin de plomb et compagnie, voilà. Voilà, en 2014, Yad Saba rend hommage de manière bouleversante au peuple de Gaza en disposant des statues d'argile dans le faubourg côtier, dévasté, vidé de Sijahia. Voilà. Elle représente des familles fuyant le feu, exténuées. Les visages sont inexpressifs, les corps tachetés de rouge. Les rescapés des massacres n'ont pas de dos, mais un trou, exprimant que les gens font le maximum pour paraître forts, mais sont cassés de l'intérieur par le blocus et la souffrance. J'ai également installé des sculptures sur une plage non loin pour parler des souffrances des civils qui tentent de fuir des zones de conflit en prenant la mer et qui parfois finissent noyés. Tout ça, c'est très, 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 très gai. J'ai donc fabriqué ces mannequins avec des matériaux de récupération car je ne peux pas me procurer certains produits à cause du blocus. Ça, c'est un des empêchements récurrents de tous ces artistes, explique-t-il lors d'une brève rencontre à Paris, il y a quelques semaines. De la fibre de verre récupérée dans les ruines, de l'argile rouge et des sacs vides. Je suis sculpteur sur bronze, enfin, je veux dire, on sculpte pas le bronze, mais on coule le bronze, mais je ne peux pas me procurer cette matière, on s'en doute, ni faire venir des moulures et certaines pâtes dont les sculpteurs se servent dans leur travail quotidien. Bon, faire venir des moulures, c'est une traduction, c'est pas exactement ça. Bon, disons qu'il peut pas faire venir de la terre à modeler, des choses comme ça. Voilà. Né à Gaza en 1973, Yad Saba a fait ses études de beaux-arts à l'université de Tripoli en Libye, et a obtenu une maîtrise en sculpture à l'université de El-Wano, au Caire, quoi. Il enseigne les beaux-arts à l'université Al-Aqsa de Gaza, tout en travaillant dans le domaine de l'art contemporain depuis plus de 15 ans. S'il a pu exposer localement et internationalement par le passé, il est aujourd'hui totalement bloqué et se trouve dans un no man's land
où il a dû retirer ses sculptures des rues et de la plage de Gaza car le gouvernement ne permet pas la représentation d'êtres humains de manière réaliste et estime en doute que la détresse que montrent ces silhouettes d'argile avait un effet démoralisant sur la population. Voilà, alors bon, évidemment, il a son handicap aussi. On sait que Gaza est dirigé par le Hamas et c'est des barbus. Voilà, bon. Profitant d'une bourse d'études accordée par la Tunisie, il a réussi à s'y rendre, mais son visa de 6 mois a expiré, il a dû en partir. Accueilli le temps d'une exposition qui vient de se terminer ces jours-ci à la mairie de Bruxelles, il est aujourd'hui désespérément à la recherche d'un point de chute. Qui est prêt à exposer Iyad Sabah ? Il n'est pas un ambassadeur d'Israël chargé de blanchir les crimes d'un régime d'apartheid colonial comme la troupe de danse Batseva, invité par l'Opéra de Paris. Évidemment, alors pour les Palestiniens, c'est pas comme c'est pas tout à fait possible. Iyad Sabah est un artiste palestinien qui souhaite simplement s'exprimer en même temps qu'il exprime la souffrance de son peuple. Voilà. On vous donnera toutes les références pour aller voir ses œuvres. Bon, tout de suite, je dois dire mon sentiment à regarder et à essayer de comprendre ces artistes, c'est que bon, pour créer dans un espace comme la bande de Gaza, voilà, c'est quasiment une mission impossible, surtout avec les pressions des barbus. En plus, il suffit pas des Israéliens. Les gens du Hamas s'y collent, parce que vous savez que là-bas c'est les patrons, et les patrons c'est jamais sympa envers les gens plus humbles qui ne sont pas patrons. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors manque de matériaux, pas possible de travailler tranquillement, parce que si vous voulez, il y a les bombardements, il y a les maisons détruites parce que ils sont à la famille d'un activiste qui a été... Bon, bref, vous connaissez toutes ces choses dont on vous parle assez fréquemment dans cette émission. Et je dois dire que leur œuvre se ressent de toute cette misère, de toute cette souffrance, de toute cette pénurie de ceci, de cela, et que, si vous voulez, on sent qu'il n'y a pas un vrai épanouissement artistique, quoi, que toutes ces choses sont un petit peu contraintes, un petit peu étriquées, un petit peu malhabiles. C'est pas vraiment, comment dirais-je, dans les 4 artistes en tout cas dont on va vous parler. Moi, si j'ai été touché par lui, c'est par ces sculptures qui sont, enfin bon. Oui, si vous voulez, de les voir, de voir les photos de ces sculptures dans les ruines, sur la plage, etc. C'est assez bouleversant, mais ça ne veut pas dire pour ça que ce sont des œuvres pérennes, quoi. C'est très pauvre, c'est très... Ouais, on sent comment dirais-je, c'est à l'image, si vous voulez, de cette destruction systématique de la vie dans Gaza, voilà. Mais en tout cas, autrement touché que par le résultat de leur travail aussi, on peut penser beaucoup à eux, et ce qu'on peut faire pour eux, c'est simplement, nous, à notre niveau en tout cas, c'est d'informer le maximum sur ces conditions épouvantables de vie, de gens qui sont dans un camp de la mort à ciel ouvert, parce que c'est ça Gaza, ouais. 1 million de personnes entassées là-dedans, qui peuvent pas en sortir, qui peuvent pas réparer leur maison, qui peuvent pas, on vous le dit. On a l'impression que ça sert pas à grand chose d'en parler d'ailleurs, puisque bon, tout ça c'est pas prêt de changer. Il y en a encore pour, peut-être pas pour 1000 ans comme pour le Troisième Reich, mais quand même, il y en a encore pour un bon moment. Voilà. Alors, donc, on vous mettra encore une fois, on vous mettra toutes ces informations sur notre blog, vous pourrez aller voir leurs œuvres, qui sont bouleversantes, si vous voulez, d'une certaine manière, quand on pense dans quelles conditions elles sont réalisées, voilà. Mais visuellement, esthétiquement, si on peut parler de ça pour la peinture, enfin bon, tout ça c'est un débat, enfin qui n'en finira jamais.
c'est quand même relativement pauvre, quoi. Voilà ce qu'on peut dire, sans aucune acrimonie, évidemment. On est tout entier avec eux et on essaye de vous expliquer pourquoi le résultat n'est peut-être pas aussi brillant qu'il devrait l'être. Voilà. Ouais. Alors moi, le peintre dont je vais parler s'appelle Sharif Saran. Donc lui, c'est un peintre qui est né à Gaza en 1976. Donc il raconte qu'il vit à Gaza et qu'il y travaille également comme photographe. Il est peintre et sculpteur. Donc son parcours artistique a commencé en 1995. Il a eu une formation pratique en design et base des beaux-arts avec l'association des jeunes chrétiens à Gaza, lui, qui dispense des formations justement pour améliorer le niveau des artistes. Et depuis, il s'essaye tout seul, en autodidacte, de s'améliorer, de se perfectionner. Mais effectivement, ce qu'il dit, c'est quand même que c'est difficile de vivre de son art à Gaza. C'est pour ça qu'il est obligé d'avoir un autre métier. Donc il est concepteur graphique et photographe, ce qui lui permet de vivre et de survivre, et qu'il est aussi conseiller artistique dans le domaine de l'art contemporain, voilà, pour plusieurs organismes locaux et internationaux. Donc il finance ses projets tout seul, en peinture, même s'il a pu bénéficier de quelques subventions. Dans les années passées, il avait exposé dans plusieurs endroits, donc pas uniquement à Gaza, il avait pu exposer à Paris, à Amman, à Ramallah, à Jérusalem, à Rome, et d'autres expositions mondiales, pour montrer justement une image neuve et différente de Gaza que celle qui est souvent donnée par les médias. Mais actuellement, voilà, depuis le blocus de Gaza, il peut plus sortir. Il dit que même si on obtient une invitation, les démarches sont compliquées pour pouvoir traverser le point de passage de Eretz, qui est la seule issue entre Gaza et les territoires occupés, et pour rejoindre l'autre partie du pays, aller en Jordanie, puis après partir à l'étranger. Il faut compter minimum 2 mois pour avoir une autorisation et un visa, donc ce qui est devenu même très rare. Donc pas possible de sortir et de voyager, quoi. On reste prisonnier à Gaza, et ceci est le cas bien sûr de la plupart des artistes gazaouis. Certains sont condamnés donc par des interdictions de sortie de territoire pour des raisons de sécurité. Lui, il dit avoir un peu plus de chance que certains, car il a déjà pu sortir et voyager. Mais voilà, il dit que tout son temps est passé toute l'énergie est passée à essayer déjà de se nourrir, de nourrir la famille. Donc il y a un état permanent de lutte contre le temps pour trouver des petits moments effectivement et se consacrer à l'art. Cet art donc qui permet pas de gagner sa vie à Gaza, quoi. Donc voilà en gros la vie le ressenti de Sharif Saran, quoi. وعيونها يا طيري وتقولي فنجان فنجاني بالقهوة ممتلية وعيونها يا طيري وتقولي فنجان فنجاني بالقهوة ممتلية يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك يا عيونك وسنونها يا طيري وتقولي مرجان مرجاني على اللولوم يختي
وكفوفها يا طيري تحمل فيها الغيم يا غيمة عالموار سمعت ليا وكفوفها يا طيري تحمل فيها الغيم يا غيمة عالموار سمعت ليا يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك وعيونها يا طيري وتقولي فنجان فنجاني تنمل قهوة ممتلية وعيونها يا طيري وتقولي فنجان فنجاني تنمل قهوة ممتلية يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك يا عيونك Voilà, c'est une artiste qui s'appelle Sanaa Moussa et qui interprétait We Are Yunam. Une artiste palestinienne d'ailleurs, voilà, comme tout ce qui sera chanté dans cette émission. Tout de suite sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, dans l'émission Haraka consacrée à des peintres en Palestine, ou la peinture ou l'art en Palestine, enfin, on peut mettre le titre qu'on veut sur ce qu'on vous raconte ce matin. Voilà. Je dois évoquer à mon tour, je pense que c'est à mon tour, Redissa et... Alors, attendez. Oui, Redissa, artiste sous occupation israélienne, bon, comme tous les artistes dont on vous parle ce matin. Il aimerait lui aussi pouvoir être invité dans notre pays. Pauvre vieux, il ne sait pas ce qu'il attend. Non, il faut vraiment être fondu pour vouloir être invité ici. Hein. Non, je ne parle pas pour lui, mais d'une manière générale. Ils ont encore l'illusion, ces persécutés du monde, que la France, c'est une terre d'asile. Ben non, les gars, il faut vraiment vous enlever ça de la tête. Hein. C'est pas du tout une terre d'asile, c'est une terre où on met les gens dans des camps, etc., etc. Quand on les expulse pas, on les fait pas tartir à mort pour qu'ils se barrent sans laisser l'adresse. Voilà. Il est, d'après ce qu'on a lu, c'est un peintre de talent, lui aussi. Mais Israël le retient enfermé. Voilà, ça c'est, on s'en doutait pas. C'est un témoignage qui a été recueilli et il y a aussi plusieurs personnalités qui en causent. Voilà, mais ça c'est le témoignage de Redissa. Pas facile d'être un artiste palestinien à Gaza. Les artistes forment pourtant une part importante de la communauté palestinienne de Gaza. Ça, alors là, j'en suis resté sur les fesses. Il n'y a pas de musée ici, mais nous formons des groupes qui essayons de faire avancer l'art de notre mieux. Nous sommes convaincus que l'art est un acte de résistance grâce auquel nous pouvons montrer au monde que nous sommes des gens qui aimons la vie et aimerions vivre en paix et en liberté. Ouais. L'art est notre moyen de faire connaître notre culture au reste du monde en dépit du fait que nous vivions enfermés par un piège hermétique et sommes régulièrement victimes de guerre. Nous avons un besoin vital de rester connectés au reste du monde, qui est la seule fenêtre d'espoir et le seul moyen d'échapper à la frustration des conditions de vie à Gaza. Voilà. La connexion avec l'extérieur nous aide à surmonter ces frustrations, le désespoir et ce blocus qui affecte tous les aspects de notre vie. Mes tableaux, les couleurs me permettent d'échapper à la douloureuse réalité. L'art est continuellement pour moi une thérapie. Mais les artistes aussi ont besoin d'un minimum de stabilité psychologique et d'un certain environnement pour être créatifs et pouvoir produire. Ce que j'évoquais un peu aussi dans mon premier exposé sur l'autre artiste palestinien. Voilà. Entre être sous blocus avec toutes les frontières fermées et savoir que je ne peux pas voyager m'affecte considérablement, on peut le comprendre. Et doublement,
lorsque j'obtiens un visa, mais que les occupants ne me laissent pas sortir et que je reste coincé ici, paralysé, ce qui m'est arrivé plusieurs fois et qui lui arrivera encore certainement plusieurs fois, hélas. Du coup, ces organisations qui m'avaient invité ne me contactent même plus pour me proposer de participer à quoi que ce soit, évidemment. Je me retrouve donc sans possibilité de faire connaître mon travail. Par le passé, j'ai pu exposer dans plusieurs pays européens, en Grande-Bretagne, en Suisse, en France. J'ai obtenu plusieurs prix et bourses, mais voici bientôt 4 ans que je ne peux plus sortir et que je ne peux même pas expédier mes peintures car les envois postaux ne sont pas du tout sûrs à partir d'ici. Non mais, vous imaginez, enfin bref. Bon voilà, j'ai également du mal à trouver de bons matériaux dans la bande de Gaza pour travailler. Au début de l'année 2015, j'ai lancé une plateforme artistique à Gaza intitulée Rêves simples, qui m'a permis de présenter 40 toiles représentant pour bon nombre la guerre contre Gaza et les rêves de ses habitants, pouvoir dormir d'un sommeil profond, se sentir en sécurité dans son foyer, reconstruire sa maison qui a été détruite. J'ai peint des tours résidentielles détruites, les jouets cassés des enfants de ma famille. Cela fait des mois que j'essaie d'aller exposer en Cisjordanie, mais c'est difficile. Même si l'occupant permettait à mes œuvres de passer, il ne me laisserait pas les accompagner dans cette autre partie de la Palestine. J'ai demandé plusieurs fois à pouvoir me rendre à Ramallah, mais Israël me l'a chaque fois refusé. En 2012, j'avais réussi à faire passer à Ramallah, à Jérusalem et à Naplouse une des expositions intitulée « Corps » qui porte sur des personnes ayant perdu une partie de leur corps dans les différentes guerres subies à Gaza. Alors là, je crois que c'est ça qui m'a intéressé, c'était des peintures un peu à la sous-terre en noir, voilà, très très simple. On voyait effectivement des silhouettes qui manquaient une jambe, qui manquaient un bras, mais il n'y avait pas de détails, c'était noir sur un fond, voilà, c'est tout. Et ça m'avait beaucoup touché, je pense, que c'est la partie de son œuvre, en tout cas, qui me touche. Bon. Pour en dire plus, parce qu'on a l'air un peu stupide de parler de ces choses qu'on ne connaît même pas, qu'on n'est même pas allé là-bas, enfin bref. Je me sens très concerné par la souffrance sociale et politique des gens et par leur détresse au quotidien, mais je ne me limite pas à reproduire la réalité. Je suis à la poursuite d'un art contemporain avec une vision historique et j'essaie dans mon style de représenter près d'une décennie d'occupation, d'agression, d'incursion et de souffrance humaine. Une décennie pour Gaza. Parce qu'il faut dire que ça dure depuis 48 quand même. Ce n'est pas un travail de journaliste, mais des empreintes que je tente de laisser dans la mémoire des humains au travers de ces portraits d'innocentes victimes, d'enfants, de femmes et d'hommes désemparés. Je peins l'état psychologique très profondément atteint de ces personnes en souffrance. Et en plus, j'ai perdu une grande partie de mes œuvres lors du bombardement de ma maison pendant la dernière attaque de l'été 2014. Ma maison a été complètement détruite et j'ai perdu un grand nombre de tableaux peints au fil des ans, mais ainsi que mon lieu de travail. J'ai perdu mes effets personnels et mes souvenirs d'enfance. Personne n'a été épargné par l'horreur de cette guerre qui n'a pas distingué les jeunes des vieux, ni les êtres humains des animaux. Malgré tout, je continuerai à peindre l'espoir et la vie par-dessus nos maisons en ruine et nos quartiers éventrés. Nous voulons pour nos enfants une vie meilleure, pleine d'amour coloré et de fleurs. Nos toiles et nos couleurs triompheront des crimes de l'occupation. Occupation qui ne connaît que le langage de la destruction. Voilà. Pardonnez-moi, c'est un peu long, mais bon. C'est important de publier aussi des témoignages de ces artistes qui, mieux qu'eux, peuvent parler de leur situation, de leur art mutilé comme de leur vie mutilée. Voilà. Ce sont des artistes qui sont sur le terrain et qui ont des conditions de vie qu'on a vraiment beaucoup de mal à imaginer, qu'on ne peut pas imaginer du tout. Voilà. On ne sait pas ce que c'est que la guerre. Et si on voulait en parler d'une manière un peu plus, comment dirais-je, vraie, il faudrait qu'on se bouge le cul, qu'on aille là-bas. Voilà. Si on peut toutefois y rentrer, et si on peut aussi en sortir. Ouais, puis en plus, c'est vrai que c'est dommage, c'est qu'il y a peu de représentation de leur travail, et on l'a pas vu. Donc c'est vrai que c'est ce qui va manquer probablement dans l'émission, c'est d'avoir ce rapport direct à l'œuvre aussi pour mettre un peu, en parler plus avec une manière plus forte, plus. Ouais.
plus précise, quoi. Ouais, on pourra en parler peut-être un peu mieux avec ce film qu'on a vu là sur comment il s'appelle déjà Sur Annie Zourob. Ouais, Annie Zourob, oui, qui a été emprisonné pendant une 50aine de jours, dans des conditions assez effroyables. Quoique je pense qu'à Fresnes où elle a santé, ça doit pas être beaucoup mieux. Voilà, quand on sait l'état des prisons en France, on a beaucoup de prisons en tout cas. Et oui. Non, c'est ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, Annie Zourob, lui, ne travaille plus en Palestine. Non, voilà. Et c'est probablement des peintres dont on parle ce matin, probablement celui dont on se sent proche, quoi, parce qu'il a vraiment un travail très coloré, enfin, on pourrait dire professionnel, même si c'est connoté un peu, mais quand même, c'est peut-être celui qui ressort du point de vue de son œuvre, en tout cas, de ce qu'on évoque ce matin-là, sur la vie et sur les œuvres de ces artistes. Alors moi, le peintre dont je voulais parler s'appelle Mouanad Al-Azeh. Donc lui, c'est un peintre qui vient de Bethléem, qui a été emprisonné comme ça, sans charge ni procès, pendant 3 ans par Israël. Donc il dit qu'il habite le camp de réfugiés d'El Heza à Bethléem, qu'il a terminé ses études à l'université de Jérusalem avec une spécialisation beaux-arts. Il a 34 ans et qu'il a passé sa vie donc dans ce camp de réfugiés comme n'importe quel enfant ou jeune palestinien vivant dans un camp et rêvant de retourner sur sa terre. Personnellement, je suis du village de Jibrein, dit-il, occupé en 1948. Je dessinais dans les ruelles du camp de réfugiés les portraits des martyrs et des prisonniers. Alors, lorsqu'éclate la deuxième intifada, il est en première année universitaire et il a dû reporter son année complète à cause des Tchenkpot, de l'armée d'occupation, et donc de l'impossibilité de se rendre à l'université. Quand il était en 3e année, il a été arrêté à son domicile pour activisme sur le campus. Et là, il a passé 3 ans donc, dans les prisons israéliennes en détention administrative sans jamais avoir d'inculpation précise. Donc il a été empêché effectivement à l'intérieur de la prison de pouvoir pratiquer le dessin. Et à plusieurs reprises, il a été mis à l'isolement parce qu'ils avaient retrouvé des dessins dans sa cellule. Donc il est sorti de prison, il est retourné à l'université pour terminer ses études supérieures. Donc au total, il lui a fallu 9 ans pour avoir ses fins d'études. Il a fait 2 expositions, l'une à Jérusalem et l'autre en Grande-Bretagne. Donc sa première exposition était sur le thème de la vie des prisonniers palestiniens à l'intérieur des prisons israéliennes. Elle s'intitulait « Pas de politique ». Il a travaillé aussi comme chercheur au sein d'Adamer, c'est une association de défense des droits de l'homme et de soutien aux prisonniers, donc qui travaille à documenter toutes les violations de l'occupant israélien et après le suivi juridique des détenus palestiniens. Et en tant qu'artiste palestinien, il se sent de devoir quand même transmettre un message au monde. Nous sommes un peuple vivant sous occupation, un peuple qui œuvre dur pour conquérir sa liberté et son indépendance. Alors de l'autre côté, l'occupation israélienne tente d'effacer la mémoire du peuple palestinien, effectivement, et d'empêcher tout développement artistique ou culturel palestinien. Donc l'occupation a assassiné l'artiste caricaturiste Naji Al-Hali et l'écrivain Ghassan Kanafani. L'artiste palestinien donc est face à de grands défis dans la vie de tous les jours. Il travaille pour le développement de la scène artistique que l'occupation effectivement tente constamment de détruire. On se répète beaucoup, mais je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très très prégnant. Bernard-Henri Lévy doit penser que nous sommes des antisémites notoires. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec l'antisémitisme, mais bon. Ouais, donc il est particulièrement marqué. Alors je pense que c'est lui qui parle de ces deux artistes. Ça devait être de ses amis. Et il est particulièrement marqué donc par ces 3 années de prison. Forcément, je pense que toute détention marque à vie. Donc l'occupant ne lui permettait pas donc l'accès à la moindre feuille de papier ni au stylo pour l'empêcher de dessiner. Et ensuite, après la prison, ils m'ont assigné à résidence et interdit de voyager. Voilà. De ce fait, je n'ai pas pu assister à ma propre exposition et c'est par Skype que j'ai dû participer à l'ouverture. Ouais. Donc ça, effectivement, tout ce qu'on a raconté, c'est des propos qui sont racontés par les artistes eux-mêmes. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines redites dans leur discours, quoi. Tout à fait, bien sûr. Et alors, je peux prendre un peu le relais de ma camarade pour vous parler donc de ce peintre Annie Zourob. Annie Zourob. On a vu un documentaire avec un camarade là, sur lui, un petit cinéma
du Marais, là, rue Vieille du Temple, c'est ça? C'était l'ancien cinéma Latina qui est au métro Hôtel de Ville. Ouais, voilà. Donc c'est un artiste, il a trouvé refuge en France, encore un, mais qu'est-ce qu'ils ont à vouloir venir dans ce pays? Enfin bref. Victime des frontières, il s'en affranchit grâce à ses créations. Henri Zurob, exilé en France, c'est un point de plus pour Israël dans l'interminable conflit qui trouble le Moyen-Orient. Troublé est un mot gentil, qui fracasse le Moyen-Orient pendant 35 ans. Pendant 35 ans, le peintre gazaoui a d'abord subi la tyrannie du territoire, celui où l'on se réfugie, celui où l'on est bloqué, celui d'où l'on est chassé. Il cherche désormais à s'en rendre maître dans ses tableaux. La bibliothèque de sa maison, dans le camp de Rafah, bande de Gaza, fut la première d'une série de geôles. Il y a 10 ans, lorsqu'éclate la première intifada en 1987, couvre-feu, il faisait noir parce que l'on devait fermer les 2 rangées de volets, raconte Zurob en balançant légèrement la tête, le front plissé. Voilà, et le front plissé. La bibliothèque était sécurisante. Je recopiais les illustrations des livres. Je crois que c'est là que je suis devenu artiste. Vous avez compris que c'était une bibliothèque de Gaza. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il travaille en résidence dans un atelier de Bobigny. Au nord-est de Paris, il peint à l'espace Che Guevara, au son des tramways qui empruntent le boulevard Lénine. Moi, j'aime bien. Et l'espace Che Guevara, le boulevard Lénine, voilà, c'est bien, bah oui. Enfin, je dis pas que Lénine, c'était une flèche, et Che Guevara avait aussi ses côtés sombres, mais bon. Voilà qui plairait à son père communiste qu'il a toujours encouragé. Depuis 2010, Zurob réalise une série de tableaux intitulés Flying Lesson. Appuyé au mur, 2 toiles représentent son fils de 4 ans. Alors, Koutsi, le Jérusalémite. Bon, ignorant l'hélicoptère qu'il domine ou la passerelle d'avion qui s'étend vers lui, Zurob s'intéresse aux moyens de transport depuis que son fils lui a demandé pourquoi il n'accompagnait jamais sa mère qui se rend tous les 6 mois à Jérusalem. Elle y est contrainte par les lois israéliennes pour ne pas perdre sa maison. Quand son mari n'a pas le droit d'y aller. Comme tous les réfugiés, il porte les documents de voyage jordaniens. On lui a bien suggéré de devenir apatride pour faciliter. Non mais c'est tout, c'est n'importe quoi. On lui suggère de devenir apatride, hein, pour faciliter ses démarches. C'est étonnant qu'il ait refusé. La nationalité aussi, un territoire dans lequel on s'inscrit. Celle de Koutsi est indéterminée, bien qu'il soit né à Paris. Ben voyons. Alors, second territoire clos dans la vie du peintre. La Cisjordanie, Naplouse, où il étudie les arts plastiques à l'université An-Najah, à partir de 1994. Aucun musée, aucun étudiant étranger, pas encore d'Internet. Ramallah, où il s'installe et expose pour la première fois en 2001, est une cage plus dorée. Mais une cage quand même, hein. Pendant 5 ans, en peignant à l'huile ou à l'acrylique, il devient le jeune artiste palestinien, invité dans de nombreuses manifestations. Son travail quitte alors la symbolique classique de la résistance pour devenir plus conceptuel. Ma première exposition à l'étranger, je ne m'en souviens pas, puisque je n'ai jamais eu le droit de me déplacer. Pour vivre, Zurob illustre des manuels scolaires et enseigne l'art. Un soir de 2002, il découvre un autre enfermement dont il n'a pas très envie de parler. L'armée israélienne saccage son appartement et emprisonne les artistes qui le partageaient. Il était incarcéré pendant 55 jours sans explication ni excuse. C'est ce que relate ce film. Voilà. En 2004, il commence la série Siège, des toiles colorées et agitées où il représente son corps désarticulé. Je me peins non par narcissisme, mais parce que ma biographie ressemble à celle de tous les Gazaouis. En 2006, il rejoint Paris. La Cité internationale des arts lui offre son premier atelier. Il découvre des matériaux et des artistes auxquels il n'avait jamais eu accès. Cette fucking occupation gâche les talents, soupire-t-il. Elle prend la terre, mais aussi la vie. Depuis, il vit de la vente de ses toiles entre 3 000 et 12 000 euros. Il est exposé à Dubaï, en Corée du Sud, au Sénégal, en Suisse. C'est quelqu'un de sérieux, ambitieux, mais modeste. Dit de lui son compatriote, l'artiste Tezir Batnidji. En France, j'ai progressé beaucoup plus vite et j'ai pu devenir un artiste international, explique le frêle Zurob, qui décline des expositions associatives au profil exclusif d'un univers professionnel et critique. Depuis la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes en 2006,
Il ne peut plus retourner en Cisjordanie, voilà. L'exil, c'est la continuation de la stratégie israélienne de 1948, dit-il, dans un court texte qui présente sa démarche. Il évoque aussi une vie de déplacement qui une fois pas non plus ni date ni contexte politique, mais tendent à l'universel. En exil, explique Batniji, nos œuvres deviennent un nouveau chez nous, un espace pour compenser l'absence du pays. Mais Europe dispose tout de même d'un territoire où il est bien. Un rare sourire apparaît lorsqu'il évoque Sabrine, épousée à Ramallah en 2005, sans sa famille cadenassée à Gaza. Pour elle, et Koutsi, son fils, je pense, il veut obtenir la nationalité française. Ce serait plus facile pour se rendre dans leur pays et réparer les blessures. Après 3 heures à retracer tout ça, mon cœur est brisé. Voilà, bon, il a besoin d'être français pour pouvoir retourner là-bas. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Voilà, c'est c'est comme un devoir de faire une émission comme celle-ci, qui, bien sûr, comme l'expliquait Piquet-Coup, on ne peut pas se déplacer, on n'a pas vu d'exposition de ces artistes, et en parler, ça fait un petit peu comme un cours magistral, comme un truc un peu comme ça, cultureux, mais bon. On essaye de ressentir un petit peu quand même tout ça, hein, et c'est pas très très joyeux, voilà, on peut pas dire. Hein. Alors, nous, le film qu'on avait vu s'appelait Mars at Sunrise. C'était dans le cadre du festival du film palestinien qui a lieu tous les ans à Paris. Donc, c'était pas un documentaire, c'était une fiction un peu poétique. Docu-fiction. On n'a pas complètement adhéré, on n'a pas tellement adhéré au parti pris du film, qui partait effectivement avec un petit peu trop de poésie, mais par contre le fond était là, on voyait quand même ces 55 jours d'enfermement, ces conditions, et avec son geôlier qui venait le torturer quand même. Le torturer moralement. Voilà, le torturer moralement. Donc ça, c'était l'essentiel. Donc c'est quand même un film qui est à voir, enfin, si on veut se côtoyer un petit peu le cinéma, cet artiste, du moins. Et avant, il y avait un petit court-métrage qui était très sympa, qui durait une dizaine de minutes. Et c'était toute une famille, c'était des amis palestiniens qui se retrouvaient autour du plat traditionnel. Chacun participait, je crois que c'était un maklouba. Et il y avait aussi des personnes âgées qui étaient là. Hein. C'est eux qui se sont tapés le maklouba quand les autres étaient emmenés. Voilà, et après, la police fait irruption et les jeunes gens sont embarqués. Enfin, l'armée fait irruption, parce que la police... Et donc, ça durait pas longtemps, mais il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Déjà, parce qu'on les voyait autour de la nourriture, et ça fait toujours du bien de voir des gens préparer à manger ensemble. Il y a vraiment quelque chose de communautaire qui fait plaisir, quoi. Oui, bien sûr. Et puis après, effectivement, les deux vieux se retrouvent tout seuls à manger. Oui, parce qu'il y a 2 petits vieux aussi qui sont là, je sais pas pourquoi. Et et justement, je crois que c'est le vieux monsieur qui aime le maklouba d'une certaine manière, et comme l'avaient préparé justement les jeunes gens, quoi, que sa femme préparait jamais comme ça, donc. Et il se retrouve c'est Noël pour eux, parce que quand toute cette jeunesse est emmenée manu militari par des culottes de peau, là, voilà, c'est eux qui hériteront du maklouba. Voilà, soit on mettait du chou-fleur ou un autre légume, je sais plus. Il y avait vraiment deux habitudes. Mais c'est ce qu'on oublie souvent, et ce qui est, je trouve, tout à fait extraordinaire. Enfin, en tout cas, pour ce qu'on peut en voir ou en savoir, en tout cas, dans les films palestiniens surtout, c'est que la vie continue, malgré, on vous parlera d'un film tout à l'heure, là, comment ça s'appelle le film? Le film Dégradé. Le Dégradé, dans un salon de coiffure, mais je veux dire, il y a cette terrifiante vie de prisonnier dans un camp de la mort à ciel ouvert, je le répète sans complexe, voilà, bombardé, martyrisé, tout ce que vous voulez, quoi. Et bien, au milieu de tout ça, il y a des gens qui vivent, et puis qui se rencontrent, et puis qui se marient, et puis qui font des fêtes, et puis voilà. Et ça, c'est complètement invraisemblable, extraordinaire. Ils ont ces Gazaouis, enfin ces Palestiniens, ils ont un appétit de vie qui est
on hallucine quand on voit ça, parce que c'est les films qui sont faits sont quasiment des documentaires, hein, voilà, parce que ils prennent un morceau de la vie à Gaza, voilà. Et bon, on vous en parlera tout à l'heure. Enfin, en tout cas, ce qui ressort, comme l'a dit Piquet-Cou, avec ce petit court-métrage qu'il y avait avant le film dramatique, là, qui nous gavait un peu aussi, mais ce petit morceau, là, c'était quelque chose vraiment formidable, quoi, pour un message pour dire, ben non, on est toujours vivant, vous inquiétez pas, vous pouvez vous inquiéter pour la suite, mais pour l'instant, on est toujours vivant. C'était Amal Mourkous qui interprétait Doc. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, l'émission à Racaille qui se termine, en tout cas pour ce qui concerne la peinture palestinienne en Palestine. Voilà, on a fait le boulot, c'est important de le faire. Et il n'est pas exclu qu'on leur fasse un jour, parce que sont des situations tellement horribles, extravagantes, voilà, que ça mérite quand même qu'on en parle un peu. Et tout de suite, on va se pencher sur les expositions
qu'il ne faut pas manquer. Alors déjà, il y a deux infos si on veut rester sur la Palestine. Il y a une journée de solidarité avec le peuple palestinien le 29 novembre et l'artiste que vient d'entendre, la Malmour Kous, elle viendra chanter donc à l'Institut du monde arabe le 24 novembre et elle sera à l'auditorium de Bondy le 26. Donc c'est 2 dates à retenir. Et il y a une auditrice là, qui est passionnée par la Palestine, qui nous soutient toujours quand on parle de Palestine et de boycott, et qui nous a donné l'info qu'au cinéma Le Méliès à Montreuil, samedi 12 novembre à 18h, il y avait un film qui s'appelle La pêche et l'olive. Donc c'est une première action, ce sont des collégiens ou des lycéens montreuillois qui sont, ou même plus âgés, qui sont partis dans un petit village qui s'appelle Beit Sira. Il y a un partenariat avec la ville de Montreuil, donc ils sont allés rencontrer les jeunes Palestiniens et un film a été fait qui rapporte tout ça, quoi. Le 12 novembre. Le 12 novembre à 18h au cinéma à Montreuil, Le Méliès. Ça D'accord. s'appelle La pêche et l'olive. Uh-huh. Alors les expos, donc il y a François Le Goubin. François Le Goubin, on en a parlé quelques fois, il est soutenu par la galerie Licence 4 qui est maintenant à Lyon. Et là, c'est le moment d'aller voir son travail. Il expose dans une galerie parisienne, c'est la galerie Aube-Rose. Elle est située 11 rue Saint-Bernard, c'est dans le 11e arrondissement. C'est du 17 au 20 novembre. Alors j'ai dit 17 parce qu'en fait c'est curieux, sur le flyer c'est marqué 17, après les dates sont à partir du 18. Donc D'accord. il faut peut-être mieux se méfier et se rappeler qu'à partir du 18. Donc du 18 au 20 novembre, c'est de 13h à 20h. D'accord. Il y a Gilles Saxic, c'est une expo qu'on a découverte samedi quand on était à la Bastille. Gilles Saxic, qui a une exposition, le lieu s'appelle la Maison près Bastille, c'est dans la rue d'Aval, c'est au 12 de la rue d'Aval, c'est cette petite rue qui a un passage justement, c'est dans la cour d'Amois, je crois, c'est une petite rue piétonne et pavée qui est adorable. Donc tous les ans, Gilles Saxic a une exposition dans ce lieu, là elle est en ce moment, donc c'est tous les jours, sauf le lundi et les jours fériés, de 14 à 20h. Et c'est une exposition qui est plutôt sympa. On a passé un petit moment. Enfin, c'est une peinture qui est tranquille. Enfin, il y a de la technique, c'est des natures mortes. Il y a pas mal de peaux. Il y a 1 ou 2 paysages qui sont très bien. Ouais. Donc ces peintures s'appellent pigments. La technique, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit le travail des pigments. Il y a une matière qui est assez jolie quand même. Ouais, c'est un vrai professionnel. Il doit avoir, voilà, c'est pas quelqu'un il a été d'ailleurs beaucoup dans des revues prestigieuses consacrées à l'art en général, à la peinture en particulier. Non, c'est un bon. Voilà. Ouais, en plus, c'est une galerie, donc l'entrée est libre. Ouais, voilà. Donc après, c'est pour rappel, il y a l'exposition Plus jamais seul d'Hervé Di Rosa à Maison Rouge, c'est boulevard de la Bastille, ça c'est jusqu'au 22 janvier 2017. Gérard Garouste, ses œuvres sont exposées au musée des Beaux-Arts de Mons, c'est jusqu'au 29 janvier. Et toujours Bernard Buffet au musée d'art moderne jusqu'au 26 février pour une exposition qui est une rétrospective. Et parallèlement au musée de Montmartre pour une exposition qui s'appelle Intimement et elle jusqu'au 5 mars. Consacré toujours à Buffet. Ouais, toujours consacré à Buffet. Deux expos. Moi, on conseille vraiment de voir les deux parce qu'elles se soutiennent, elles se renforcent. Et la galerie Licence 4 dont on parlait à Lyon expose jusqu'au 20 novembre une des œuvres collectives dont Jean-Paul Soubraz. Et ça, c'est du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h. Ouais. Bien, on va donc passer maintenant, doucement, sans faire de mousse, au culturel de la semaine. Alors, ma camarade, alors que très enthousiaste, comme toujours, ça vous en causez, je pense, enfin, à moins que ce soit... C'est moi qui m'y colle. D'accord. Oui, donc, on a vu le film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, un film
Un film qu'on a trouvé très très bien. Vraiment, c'est j'ai pleuré la à la quantité de larmes que verse ma camarade. Moi, j'ai pleuré sur la moitié du film. C'est poignant, c'est très bien joué, c'est juste. Ouais. Et c'est vraiment ce parcours kafkaïen de Daniel Blake qui se retrouve en invalidité parce qu'il a eu un infarctus. Ouais. Donc, il peut plus travailler et on lui demande de s'inscrire au chômage. Enfin, c'est très compliqué. Il n'a pas d'ordinateur et c'est vraiment toutes ces démarches qui sont ce dont je parlais un petit peu dans mon presse-papier, Voilà, justement. tout à fait, bien sûr. Comment se dépatouiller de tout ça et avec des services à Pôle emploi qui tiennent plus d'un ordre policier que d'assistanat social. Enfin, c'est vraiment terrifiant. Et il y a malgré tout, il y a quand même quelques scènes qui mettent un peu de gaieté, quoi, qui montrent aussi la solidarité des gens entre eux. Comment Daniel Blake rencontre justement cette jeune femme, cette jeune maman avec 2 enfants. Comment ils vont s'entraider mutuellement. Enfin, c'est un film qui apparemment avait été un petit peu critiqué quand il est passé à Cannes. Après, bon, il a eu la Palme d'Or, mais moi je trouve que les critiques, nos critiques, toujours les mêmes, comme les Anglais d'ailleurs. Ils peuvent pas piffer, je pense, Ken Loach, enfin son travail. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un très bon film, justement qui en rajoute pas, quoi, qui montre ce Daniel Blake perdu dans cette ville au milieu de tout ça, enfin voilà, qui se dépatouille. Et avec des petits moments de bonheur malgré tout. Mais vous sentez quand même monter la haine, parce que franchement, on se dit que c'est comme ça ici, quoi. Monter la haine, mais vraiment la haine de tous ces fonctionnaires, mais qui sont comme des robots froids, comme dit Piquet, des flics, quoi. C'est quelque chose vraiment, c'est oppressant comme c'est pas possible. Oui, c'est oppressant et c'est vrai qu'on est très en colère. Effectivement, quand on sort de là, on est très très en colère. Ouais. Et puis il y a Dégradé de Arab Nasser. Oui, en fait, ce sont 2 frères justement dans le texte sur l'explosion de la création palestinienne. Ils étaient cités à un moment donné. Ce sont 2 frères qui avaient commencé par faire un court-métrage qui avait été remarqué et ils ont fait ce film l'année dernière qui s'appelle Dégradé. Alors là, vous voyez la vie dans un salon de coiffure palestinien en pleine bagarre. On entend les tirs de fusils, de Kalachnikov, les mortiers, tout ça à l'extérieur, quoi. Mais il faut voir cette espèce de comment on appelle ça quand c'est un film. C'est un huis clos. Un huis clos, voilà, un huis clos. C'est une dizaine de femmes qui vont se retrouver enfermées dans ce salon de coiffure et institut de beauté, chacune très typée dans sa vie. Elles ont chacune une vie à porter pas facile. Et effectivement, malgré tout, la vie continue, quoi. La vie continue entre la jeune qui doit se marier, celle qui est divorcée, qui a un rendez-vous le soir, qui veut absolument être impeccable, cette jeune stagiaire du salon qui a pour ami, en fait justement il y a un espèce de, ils disent un mafieux, qui a volé le lion du zoo de Gaza et qui est ami avec cette jeune femme. Et le Hamas veut récupérer le lion, donc ça va être toute cette confrontation et peu à peu le salon de coiffure tire les rideaux et il y a un règlement de compte jusqu'au dénouement où effectivement le Hamas va récupérer ce lion. Et ce qui est intéressant, c'est que justement là, on n'est pas avec l'ennemi israélien, on est aussi dans ce qui se passe en Palestine même, quoi, avec les règlements de compte. Effectivement, le Hamas, le Fatah. À un moment, il y en a une qui cite les différents mouvements activistes et là, nous, on n'en connaissait pas la moitié. Il y en a au moins une douzaine, quoi. Voilà. Non, c'est vraiment. Mais en même temps, il y a cette humanité qu'on évoquait tout à l'heure, dans cette espèce d'enfermement terrifiant. Il y a quand même cette humanité qui continue, à se nourrir de choses, de la vie, du drame et voilà. Vraiment, et il y a évidemment, il y a un des personnages du film qui est pas une fondamentaliste, mais enfin qui est une femme religieuse avec le voile et tout. Et alors, faut voir les échanges avec une de ses copines, c'est quand même assez savoureux. Il y a comme ça des choses où on voit que bon, évidemment, c'est pas une fanatique, mais elle est religieuse, elle est pieuse, quoi. Donc, et sa copine qui lui balance et qui est une vraie bignole, qui arrête pas de lui balancer des potins, mais rassemblés, et l'autre qui la remet à sa place régulièrement. C'est vraiment intéressant. Moi je les ai trouvées toutes formidables. Ah ces oui, femmes, toutes formidables, bien sûr.
Et alors, la coiffeuse, c'est une Russe elle a connu son mari à Moscou à l'université, qui est lui un Palestinien. Elle est venue s'installer en Palestine. Alors il y a une nana qui dit mais pourquoi t'es pas resté en Russie? Ça, bah dit c'est mieux ici. C'est pire en Russie qu'ici, quoi. Voilà. Vous dire bon. Non, il y a quelque chose de dans. Il faut vraiment le regarder parce que ça donne en même temps de l'espoir, quoi. Parce que bon. Voilà. Et en même temps, voilà, c'est ponctué de la panne d'électricité qui ne devait pas avoir lieu ce jour-là. Donc le bloc électrogène à mettre en route, l'essence qui manque, le ventilateur qui s'arrête, la chaleur extrême dans ce salon qui est maintenant complètement fermé. Et ça, c'est effectivement c'est le quotidien de la vie à Gaza, quoi. Ouais. Ce qu'il disait, un jour sur deux, on a l'électricité pas longtemps, 3 heures d'électricité un jour sur 2, quoi. Voilà, faut quand même le faire. Hein. Et puis, je te laisse, Dominique. Ouais. Alors moi, sinon, j'ai vu deux autres films. Le premier, c'est un téléfilm qui s'appelle Le Crime d'État. C'est un téléfilm de Pierre Aknin. Alors on peut le voir pour ceux qui ont la chance d'avoir Internet, on peut le voir en intégralité sur YouTube. Et donc Crime d'État, c'est un film qui raconte la vie de Robert Boulin. Au vu des dernières informations, donc toute cette histoire de l'affaire Robert Boulin, ces dossiers jusqu'à son fameux suicide, normalement dans 50 cm d'eau. Donc ça met... c'est un peu la suite de la BD dont je parlais la semaine dernière de Davodo sur les chers pays de notre enfance, sur toutes ces années sombres de la Ve République avec le sac. Et voilà, c'est bien fait, c'est pareil, c'est sobre et c'est quand on a terminé, je pense qu'on a une vue assez claire de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc dans ma foulée, comme dans la BD, il parlait aussi du film d'Yves Boisset, Le juge Fayard dit le shérif, qui raconte l'histoire du juge Renaud qui a été assassiné. Donc c'est Patrick Devers qui fait le rôle de ce juge. J'ai regardé ça aussi, quoi. Et Yves Boisset, justement, quand il y avait eu toutes ces histoires, il avait été inquiété quand il a fait ce film. Il a vu des menaces sur sa famille, à tel point que quand il a tourné le Taxi Mauve en Irlande, il a laissé ses enfants dans une maison gardée par l'IRA en Irlande, quoi. Une maison, une planque clandestine de l'IRA. Ouais. Donc il n'a pas pris ces menaces à la légère, et je pense qu'il a eu bien raison, quoi. Oui, parce que si les Anglais n'avaient pas réussi à déloger, connaissaient pas l'existence de cette piole, il était douteux que le sac lui-même la connaisse. Donc il était vraiment en sécurité, enfin ses enfants, en tout cas sa famille. Hein. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar,